Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Retrouve pour un nouveau journal sur BSC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, voici le sommaire. Perchoir de l'Assemblée nationale, dans un message écrit et rendu public, Vital Kamerhe prend acte de la désignation d'Aimé Boji Sangara par l'Union sacrée de la Nation pour présider la Chambre basse du Parlement. Assainir Kinshasa, un défi collectif pour le développement durable est le thème choisi pour le forum économique sur l'assainissement durable tenu à Kinshasa du 28 au 30 octobre 2025. Le DGA du FPI y a pris part et a présenté les opportunités offertes aux industriels. 3 figures de l'opposition congolaise ayant participé au conclave des Nairobi et signé au nom de leur parti politique l'acte fondateur du mouvement Sauvant la RDC ont vu leur parti politique être suspendu de toute activité sur toute l'étendue du territoire national, notamment Seth Kikouni, Matata Pogno et Théophile Mbemba. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce journal à la conférence sur la paix dans les Grands Lacs organisée le jeudi à Paris. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accusé les M23, soutenus par le Rwanda, d'être à la base de la crise humanitaire à l'est du pays et a demandé son retrait des zones qu'il contrôle conformément à la résolution 2773 de l'ONU, la presse présidentielle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi à Paris pour participer à la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le chef de l'État a foulé les sols de la capitale française en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport, les cortèges présidentiels s'est ébranlé vers le centre-ville de Paris. 2 temps forts ont marqué la visite de travail du président de la République à Paris à l'invitation de son homologue de la République française, Emmanuel Macron. D'abord, la rencontre de 2 chefs d'État au palais de l'Élysée en présence du président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, en marge de la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Le président de la République s'est ensuite rendu dans la salle de la tenue de la conférence. Face à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, la conférence de Paris vise à obtenir un engagement plus ferme pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat de l'AFC M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. Dans son discours à ses assises, le président de la République a salué la tenue de la conférence de Paris aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région de Grand Lac et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Il a rappelé la triple urgence de la conférence: l'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et l'urgence de la paix, tout en présentant la situation d'intensification des violences depuis les débuts de l'année 2025, suite aux offensives menées par l'AFC M23 et l'armée rwandaise dans les zones densément peuplées, provoquant des affrontements meurtriers et des déplacements massifs avec des villes entières prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants, des attaques visant des camps de déplacés, des hôpitaux, des écoles notamment. Le chef de l'État a formulé 3 demandes, 3 offres, à savoir l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti grâce aux voies humanitaires sûres pour acheminer des soins, nourriture, eau et assistance psychologique aux populations prises au piège. Un plaidoyer pour un financement massif, rapide et traçable, le plan
de réponse humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes RDC. Présidence de l'Assemblée nationale. Dans un message, le président national et autorité morale de l'UNC, Vital Kamerhe, prend acte de la désignation d'Aimé Boji Sangara comme candidat unique à l'élection du prochain président de l'Assemblée nationale. La lecture de ce message. L'Union pour la nation congolaise, UNC, et les regroupements politiques AA-UNC et AVK 2018, dont je suis président national et autorité morale, ont pris acte de la désignation du candidat au poste de président de l'Assemblée nationale à l'issue de la réunion du Présidium de l'Union sacrée de la nation du 29 octobre 2025 en vertu des dispositions pertinentes de la charte de l'Union sacrée de la nation qui confère à la haute autorité des références les pouvoirs arbitraux. Ceci est conforme à la résolution de la réunion de la direction politique nationale de l'UNC du 18 octobre 2025, celle d'atteindre les orientations de la haute autorité des références. Par ailleurs, l'UNC et les regroupements politiques A, UNC et AVK 2018 appellent ces élus cadres, militants et sympathisants à resserrer les rangs et à rester engagés autour des idéaux de paix et sécurité à l'est de la République, du social et de la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2025. Vital Kamerhe. Je l'ai dit en titre qu'après le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, cher à Joseph Kabila, c'est au tour de ses partisans membres de la nouvelle plateforme Sauvons la RDC, notamment cette Kikouni, Augustin Matata Pogno et Théophile Mbemba, ont vu leur parti politique être également suspendu sur l'ensemble du territoire national. Ces suspensions ont été annoncées par un arrêté du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Centralisation et Affaires coutumières rendu public le jeudi 30 octobre 2025. À en croire ce qui est écrit sur ces documents officiels, ces décisions font suite à la participation de ces leaders au conclave de Nairobi et d'avoir signé au nom de leur parti l'acte fondateur du mouvement Sauvons la RDC. Une démarche qui équivaut à une adhésion à la philosophie de l'agression du pays selon le ministère de l'Intérieur. Aucune décision n'a encore été annoncée concernant la durée de cette suspension, encore moins sur les suites judiciaires éventuelles liées aux décisions de Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Autre chose, crise dans les provinces. Tous les membres des bureaux des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces sont convoqués d'urgence à Kinshasa le 5 novembre 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, pour assister à une réunion sur la stabilité institutionnelle qui aura lieu le 6 novembre 2025. Et puisqu'on parle de Jacquemain Chabani, sachez qu'il a présidé le jeudi 30 octobre 2025 une importante réunion consacrée aux assignations ministérielles de la feuille de route sur les réformes du climat et des affaires, notamment en ce qui concerne pour le ministère de l'Intérieur et Sécurité la digitalisation du processus d'octroi des visas. Jeannette Fika nous en parle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, mobilise le ministère et les services concernés par la digitalisation de la procédure d'octroi des visas. Au cours d'une réunion importante consacrée aux assignations multisectorielles et de la feuille de route sur les réformes du climat des affaires, notamment en ce qui concerne pour le ministère de l'Intérieur et Sécurité la digitalisation du processus d'octroi des visas, les échanges ont porté sur la nécessité de mettre en place un cadre de collaboration interinstitutionnelle entre les différentes parties prenantes, afin d'honorer les échanges fixés pour la mise en œuvre effective de la réforme prévue en avril 2027. On prépare à cette réunion le ministre des Postes,
télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, José Mpanda, la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato, la vice-ministre de Finances, Gracia Yamba, la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investisseurs, Rachel Pungu, ainsi que les responsables de la cellule du climat des affaires CCA. La réunion d'aujourd'hui, qui a été plus une réunion de prise de contact avec toutes les parties prenantes, ça a été une prise de contact qui a porté essentiellement sur les points suivants. D'abord, la nécessité de mettre en place le cadre de travail, le cadre de collaboration très rapidement, passer aux états des lieux pour pouvoir avancer par rapport aux échéances qui sont fixées, puisque l'échéance pour la mise en œuvre effective de cette réforme est fixée pour avril 2027. Cette réforme traduit la volonté du gouvernement de renforcer l'attractivité du pays en modernisant les procédures administratives et en réduire les délais et les coûts liés à l'octroi des visas, afin d'offrir aux investisseurs un environnement plus ouvert et compétitif. Je vais l'annoncer également au sommaire qu'il s'est tenu à Kinshasa, la capitale de la RDC, un forum économique sur l'assainissement durable placé sous le thème « Assainir Kinshasa, un défi collectif pour le développement durable ». Un rendez-vous exclusivement consacré à la recherche des solutions innovantes pour faire de l'assainissement un levier de développement économique. Reportage. Du 28 au 30 octobre 2025, la ville de Kinshasa a abrité le Forum économique sur l'assainissement durable. Un rendez-vous majeur consacré à la recherche des solutions innovantes pour faire de l'assainissement un levier de développement économique. Placé sous le thème « Assainir Kinshasa, un défi collectif pour le développement durable ». Cette rencontre a réuni les autorités publiques, les partenaires techniques, les industriels et les investisseurs. Objectif poursuivi, structurer un cadre de financement et de partenariat efficace pour l'assainissement urbain. Parmi les moments forts du forum, l'intervention de Blaise Mastaki Birindois, directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie. Un exposé qui a particulièrement retenu l'attention de l'assistance ce jeudi. Nous pouvons vous soutenir grâce à une certaine somme qu'on appelle subvention. La subvention n'est pas un cadeau. D'ailleurs, vous signez clairement que si vous ne réalisez pas l'objet de la subvention, elle se transformera en prêt. Nous sommes prêts à prendre des participations jusqu'à 10% de votre capital. N'ayez pas peur du montant. Soyez seulement sûr de la dimension stratégique de votre projet. Le fonds que nous représentons ici est à même de vous soutenir jusqu'à hauteur de 10%. Essayez encore de venir aujourd'hui. Vous verrez que le fonds est géré avec des règles standards très strictes, des strictes interprétations. Nous avons des analystes de crédit très techniciens qui vous accompagnent avant même le dépôt officiel de votre dossier. On ne vous abandonne pas pour rejeter votre projet après, surtout des projets verts. Nous avons l'intention de mettre en place carrément un petit service qui sera dédié aux projets verts pour que il y ait plus de turnaround, que le temps de traitement du dossier soit très court et que nous puissions avancer dans un délai à même de permettre la matérialisation de toute cette initiative. L'année prochaine, ils ne vont pas financer et on ne va pas se retrouver. Dans sa communication, le DGA a présenté les opportunités offertes aux industriels à travers le recyclage des déchets plastiques, la valorisation des déchets organiques et la production des biogaz. Le FPI entend soutenir l'assainissement via le mécanisme adapté dont les partenaires publics-privés, le fonds vert et le crédit carbone. D'après le DGA Mastaki, l'assainissement est bien plus qu'un enjeu des salubrités. C'est un domaine créateur d'emplois verts et porteur de croissance. Le FPI promeut une économie nationale compétitive et respectueuse de l'environnement. Le Forum économique sur l'assainissement durable aura permis de tracer les voies pour un nouvel écosystème de financement et d'investissement dans lesquels le FPI s'affirme comme un acteur clé de la transformation industrielle et de la protection de l'environnement. Il se tient depuis le 16 octobre une exposition dédiée à l'ancien chef d'État Joseph Désiré Mobutu, dénommée Mobutu, une vie
un destin. Hier, la première ministre Judith Souminois a visité cette exposition à la Musée national aux côtés des membres de la famille du feu Mobutu. Une immersion historique marquée par le devoir de mémoire et de l'unité nationale. On écoute tour à tour la première ministre et Zanga Mobutu, fils du défunt. C'est important de pouvoir parcourir l'histoire parce qu'on voit ce qu'il a donné pour le pays. Le plus important, c'est de retenir ce qui est positif et comment on peut tirer des leçons pour notre pays aujourd'hui et demain. On parle de souveraineté, on parle d'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes en guerre à l'Est, notre pays est agressé. Et je pense que la vie du président Mobutu, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut penser, a toujours été cette question d'unité nationale, cette question d'intégrité, de souveraineté. Et c'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants. C'est quelque chose d'important à retenir. Elle a marqué un grand intérêt. Et surtout aussi, il faut savoir également que, comme la Première ministre l'a dit elle-même, en fait, c'est aussi une part de son enfance, aussi de sa vie. Parce qu'en fait, avant de devenir Congolais, on est né Congolais, devenu Zaïrois et redevenu Congolais. Donc ça fait partie de la vie de tout le monde. Et je crois que c'est ça, en fait, l'engouement qu'il y a. Et vers les photos, il a reconnu certains endroits, certaines situations, certains événements. Et je crois que c'est ça qui est vraiment très intéressant. Mais quand je parlais des jeunes, je voulais que vraiment la nouvelle génération qui n'a pas connu le maréchal Mobutu, qui n'a pas connu ces gens qui sont nés après son départ. Et c'est à eux que je voulais m'adresser, et à eux de faire comprendre qu'il y a eu un homme qui a fait des belles choses, peut-être des choses que d'autres trouvent moins bien, mais on ne prend pas juste une part dans la vie d'un homme. L'actualité ici aussi que l'inspecteur chef des services de l'inspection générale des finances, IGF, Christophe Bitasimois, a présidé une réunion d'échange au siège même de son institution avec l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP en sigle, accompagné de ses sociétaires. La rencontre avait plusieurs objectifs, entre autres l'annonce d'une autre vague des missions d'encadrement. Reportage. L'inspection générale de finances poursuit sans désemparer son rôle des gendarmes de finances publiques en RDC. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, a conduit ses sociétaires au siège de l'IGF pour une réunion d'échange convoquée par le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitasimois Bailly. La rencontre était axée d'abord sur l'annonce d'une autre vague des missions d'encadrement, l'établissement de périmètres opérationnels ainsi que des objectifs de ces missions. L'inspecteur général de finances, le chef de service Christophe Bitasimois, a résumé l'essentiel de la rencontre en termes d'une évaluation triennale des résultats et des projections d'ici la fin de l'année 2025. Sur le plan méthodologique, le contenu de cette mission, la particularité c'est que au-delà de ce qui se faisait toujours, l'encadrement des dépenses et des recettes, nous allons faire l'état des lieux de ces entreprises en reculant sur 3 ans, de manière à ce que nous ayons une idée précise sur la santé de toutes ces entités publiques, de manière à ce que nous puissions savoir si, en définitive, le travail de l'inspection générale des finances a produit des effets positifs ou pas, après 3 ans d'encadrement au sein de ces entreprises. Pour les mandataires publics, ce cadre d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail de l'inspecteur des finances en mission dans les entreprises. Pour les mandataires publics, ce cadre d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail des inspecteurs de finances en mission dans leurs entreprises. Pour rappel, il s'est tenu en date du 20 août dernier une rencontre avec les mandataires qui a permis à l'IGF d'étoffer un mémorandum qui a été déposé auprès de Madame la Première ministre Judith Souminois concernant les avantages des mandataires publics au vu des déficits sur les mesures d'application constatées sur les terrains.
Ce vendredi 31 octobre 2025, les agents du chantier naval ont catégoriquement refusé d'être payés en dollars américains alors que la Banque centrale du Congo s'est fixé un objectif, celui de valoriser notre monnaie locale qui est le franc congolais. Lors d'un rassemblement, l'administrative a tenté de faire entendre raison à ceux qui ont refusé de percevoir leur rémunération, mais une tentative qui n'a abouti à rien. Regardez. A communiqué qui montant tel en dollars, il y a mis sur l'argent. Non, non, s'il vous plaît, soyons la tolérance. Donc, qui pense que c'est bien que la bata, non, on peut ça. Dans le mina bino boy, et pas la biso la lobaka, au kinage, au kitage. C'est-à-dire quoi? Au nom d'Oya, aussi bino na poche. Tout à fait autre chose à présent, l'ONG Panafrica a officiellement inauguré son deuxième siège dans la commune de Lingwala le mercredi 29 octobre 2025. À cette occasion, le coordonnateur Bokaba Bobetio a dévoilé une ambitieuse stratégie d'investissement dans les capitales humains axée sur la création des centres d'apprentissage gratuits en menuiserie, peinture et électricité. Reportage. Devant les professionnels de médias, l'organisation non gouvernementale Panafrica a procédé à la présentation de son nouveau siège social situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa, la capitale. Et cette organisation non gouvernementale qui se positionne comme incubateur d'entrepreneurs privilégiant la transmission des compétences professionnelles à la distribution des dons, avec un objectif de donner aux jeunes congolais en général et les Kinois en particulier les outils nécessaires pour développer leur propre activité et atteindre l'autonomie financière. Lors de ces points de presse, le coordonnateur Bokaba Bobetio a expliqué la vision de cette organisation, notamment le développement du capital humain. Notre organisation Panafrica a pour réalisation de projets d'aider plutôt la jeunesse. Aider la jeunesse dans les bonnes conduites, dans le bon chemin, de créer leur entreprise pour leur vie. On va créer des emplois en Afrique. Nous-mêmes, on ne va pas demander ailleurs. C'est pour aider les jeunes, menuiserie, peinture, électricité, tout ça ici. Ils ne vont pas payer un franc. Donc j'aurai tous les matériels pour apprendre. J'aurai des vagabondés un peu partout. Parmi les moments forts de cette rencontre avec les professionnels de médias, l'annonce d'une collaboration avec une association de personnes vivant avec handicap qui est également venue pour plaider de leur situation. On a assisté, donc à un moment peut passer à la commerce. Alors la direction a mis ça. Pour que chaque département filière moko est informatisé à chaque service dans l'ordinateur. Chaque service rapport et à cabiso direct la bureau na biso à partir à informatisé. Le coordonnateur du Panafrica a révélé son intention de doter cette association d'ordinateurs portables afin que ces derniers puissent conquérir le monde numérique et être de personnes autonomes. Notons que l'organisation non gouvernementale Panafrica est déjà présente dans plusieurs pays d'Afrique, réaffirme sa mission de lutte contre le chômage des jeunes en RDC, notamment par un soutien ciblé aux personnes vulnérables. Et en dehors de nos frontières, depuis 3 semaines que durent les cessez-le-feu, le quotidien de Gazaoui tente de reprendre son cours normal. Et certaines écoles et universités ont pu rouvrir. Rencontre avec des écoliers à Dei Al-Bala et des étudiants à Gaza City. Reportage de nos confrères de France 24. Dans la cour de cette école primaire de Der El-Bala, il reste encore quelques tentes et abris de l'ONU. Mais tous les efforts sont faits depuis plusieurs jours pour que les classes puissent rouvrir et l'enseignement reprendre, même si les conditions restent difficiles. On n'a pas pu aller à l'école pendant 2 ans et maintenant on peut reprendre les leçons. J'adore apprendre, surtout après 2 ans sans classe. On a besoin de manuels scolaires et de stylos. Pendant la guerre, tout s'est arrêté, mais maintenant on est de retour. Les 2 années de guerre ont paralysé le système éducatif de Gaza et ont privé plus de 650 000 enfants d'une scolarisation normale.
3 semaines après le cessez-le-feu, les enfants d'âge scolaire qui ont pu rentrer chez eux peuvent parfois réintégrer des salles de classe temporaires comme celle-ci. Leurs aînés aussi peuvent reprendre progressivement les cours. L'université Al-Azhar à Gazaville est l'un des premiers établissements d'enseignement supérieur de la bande de Gaza à rouvrir ses portes. Pour ces étudiants qui souhaitent s'inscrire, c'est le début d'un nouveau semestre, mais aussi le signe d'un possible nouveau départ. Pouvoir retourner à l'université et constater qu'elle existe toujours, ça nous donne l'espoir de reprendre une vie normale. Avant la guerre, la bande de Gaza comptait près d'une 50aine d'établissements d'enseignement supérieur pouvant accueillir plus de 200 000 étudiants. La plupart des établissements sont détruits, comme les équipements et le matériel de recherche. Et on passe au rappel des principaux titres. Le perchoir de l'Assemblée nationale, dans un message écrit et rendu public, Vital Kamerhe prend acte de la désignation d'Aimé Boji Sangara par l'Union sacrée de la Nation pour présider la chambre basse du Parlement. Assainir Kinshasa, un défi collectif pour le développement durable et le thème choisi pour le Forum économique sur l'assainissement durable tenu à Kinshasa du 28 au 30 octobre 2025 et le DGA du FPI y a pris part et a présenté les opportunités offertes aux industriels. 3 figures de l'opposition congolaise ayant participé au conclave de Nairobi et signé au nom de leur parti l'acte fondateur du mouvement Sauvons la RDC ont vu leur parti politique être suspendu de toute activité sur toute l'étendue du territoire national par l'arrêté du ministère de l'Intérieur, notamment Seth Kikouni, Matata Pogno et Théophile Mbemba. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision et portez-vous bien et bon début de week-end à vous. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.